Bienvenue tout le monde à ce webinaire qui s'intitule Récit d'expérimentation de l'IAG à des fins pédagogiques. Euh, je vais prendre le temps tranquillement de présenter nos panélistes, nos conférenciers, mais je vais d'abord, je trouve ça important de connaître les objectifs de notre webinaire d'aujourd'hui. En fait, les deux objectifs que je vais mentionner, ben, et ça pourra vous donner une idée de ce qui va être abordé. En fait, c'est d'inspirer le public de pédagogie universitaire en présentant des exemples concrets d'utilisation de l'IAG à des fins pédagogiques et aussi de proposer un espace de réflexion critique sur l'utilisation de l'IAG à des fins pédagogiques. Je vais aussi prendre le temps de me présenter. Donc, je m'appelle Lamia Tazi. Je suis conseillère pédagogique à l'École de technologie supérieure et membre du GRIP, le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique du réseau de l'Université du Québec. C'est moi qui vais avoir l'honneur d'animer ce webinaire qui portera donc, comme je l'ai dit, sur l'utilisation de l'IAG à des fins pédagogiques. Je vous avertis dès à présent que le webinaire va être enregistré et qu'il se retrouvera sur le site de la pédagogie, le site de pédagogie universitaire. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir trois personnes enseignantes qui œuvrent au sein du réseau de l'Université du Québec. On reçoit Marie-Ève Gontier, Hamid Safari et Éric Franqueur, qui partageront leur récit d'expérimentation de certains outils d'IAG à des fins pédagogiques, comme cela a été mentionné. Donc, ils présenteront d'abord leur contexte d'enseignement, leurs intentions pédagogiques, le ou les outils utilisés et de quelle manière ceux-ci ont été mis au service de l'apprentissage. Et puis, enfin, ils partageront également leur appréciation, leurs constats et leurs réflexions. J'espère que ça vous convient. Donc, c'est avec un grand plaisir que je reçois Marie-Ève, Hamid et Eric, qui n'est pas présent, qui se joindra après la fin de son cours, donc vers midi. Et je prends donc quelques minutes pour présenter les personnes du panel. Donc, Marie-Ève Gontier est professeure en orthodidactique de la lecture et de l'écriture à l'Université du Québec à Rimouski. Elle détient un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, une maîtrise et un doctorat en éducation. Elle s'intéresse particulièrement à l'utilisation du numérique chez les élèves du primaire à l'université qui éprouvent des difficultés en lecture et en écriture et aux pratiques orthopédagogiques. Hamid Safari, quant à lui, est conseiller en technologie éducative à l'Université du Québec en Outaouais et est aussi chargé de cours en technologie éducative dans plusieurs universités canadiennes. Il est également consultant et formateur d'IA générative au service de la formation continue de l'UQO. Éric Franqueur est sociologue spécialisé en sociologie des sciences et des technologies. Il est professeur enseignant à l'ETS depuis 2002 et il est aussi responsable du cours Environnement, technologie et société. Dans son rôle d'enseignant, il s'intéresse particulièrement à la technopédagogie, à l'analytique de l'apprentissage et plus récemment à l'application de l'IA générative. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et avant de vous céder la parole, je souhaite simplement informer celles et ceux qui nous écoutent que comme nous sommes en mode webinaire, vos caméras et micros sont désactivés. Pour poser des questions, je vous invite à les poser donc dans le module Q&R tout au long de la présentation de nos trois panélistes et ils prendront le temps d'y répondre à la fin du webinaire. Si par contre on voit qu'il y a des questions qui sont de compréhension ou quelque chose qui a mal été comprise ou des spécificités par rapport à un point particulier, là on pourra vraiment interrompre pour la poser. Mais sinon, on vous invite à les noter lorsqu'elle vous lorsque vous l'avez, parce que par la suite, ce sera difficile de vous en souvenir. Donc, c'est ça, on va donc oui, vous avez aussi l'icône de la main si vous voulez lever la main pour poser la question oralement. Donc, Marie-Ève, je vous cède la parole, les dames d'abord. Donc, et bon webinaire à tout le monde.
Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce que je fais dans le cadre de mes cours avec l'intelligence artificielle générative. Je vais débuter par vous partager mon écran. Vous devriez être en mesure de voir ma présentation. La mienne, c'est bien, tout Oui, est beau. Parfait. c'est parfait. Merci. Donc d'abord, je vous mets en contexte la démarche que j'ai mise en place. En fait, moi, je donne des cours en orthodidactique du français, des cours qui concernent, par exemple, le développement du langage, les interventions orthopédagogiques en lecture-écriture, le dépistage également. Je voulais mettre en place une démarche d'analyse critique pour faire réfléchir les personnes étudiantes en lien avec les concepts enseignés. Cette démarche-là a été mise en place au sein de 3 cours du baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale de l'UQAR. Ce que j'ai fait, j'ai préconisé l'utilisation de ChatGPT afin de réaliser différents ateliers en classe. Donc, de mon côté, c'est vraiment des ateliers d'environ 1 heure qui prenaient place là, durant les cours. Les intentions pédagogiques étaient d'abord de réaliser des activités innovantes en classe favorisant la réflexion sur les concepts du cours et sur les pratiques orthopédagogiques. Je voulais également favoriser l'utilisation de l'IA lors de situations pédagogiques encadrées dans une optique de réflexion critique. Donc moi, durant les ateliers, je suis là pour répondre aux questions, je suis là aussi pour leur rappeler certains éléments à faire attention, normalement, notamment concernant les dimensions éthiques en lien avec l'intelligence artificielle, comme les enjeux relatifs au plagiat, le droit d'auteur. Donc, on a vraiment pu en discuter également là, pour qu'ils y soient bien sensibilisés. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai décidé d'intégrer l'intelligence artificielle à mon enseignement? En fait, d'abord, c'est le désir de faire connaître le potentiel et les limites de l'IA dans une vision d'apprentissage plutôt que d'en interdire l'utilisation. Donc, je trouvais important de leur présenter l'outil et leur montrer en quoi ça peut être utile autant à leur enseignement éventuel auprès des élèves ou dans un contexte d'enseignement universitaire également. Donc, on sait qu'il y a certains éléments à faire attention, notamment au niveau du plagiat, mais je pense que de les éduquer à l'utilisation de l'IA au lieu de tout simplement l'interdire, c'est la meilleure façon de faire. Également, je désirais intégrer à l'enseignement une technologie avec laquelle on doit s'adapter en contexte pédagogique, étant donné que l'IA est là pour rester. Il est présent dans plein de situations. Donc, c'est certain que comme enseignant, c'est notre rôle aussi de s'adapter à la présence de cet outil-là. Je voulais aussi trouver une façon de dynamiser l'enseignement, donc de faire une activité différente qui va stimuler les personnes étudiantes et de favoriser la réflexion. Les 3 objectifs communs aux activités que j'ai mises en place qui intègrent ChatGPT étaient d'abord de se familiariser avec l'IA, de saisir son potentiel aussi pour leurs futures tâches en éducation, donc en adaptation scolaire ou en orthopédagogie, parce qu'il reste que l'IA peut vraiment être une aide précieuse dans l'organisation de leur travail. Également, je voulais que les personnes étudiantes fassent une analyse critique des réponses de l'IA pour en saisir le potentiel, mais aussi les limites. Parce qu'on ne se cachera pas que l'IA va généralement offrir des réponses qui font du sens, mais c'est pas toujours ce qui devrait être écrit exactement. Donc, des fois, il y a des mauvaises réponses aussi. Et c'est important là, que les étudiants en soient conscients que c'est pas toujours des réponses qui sont appropriées. Je vous présente maintenant la première activité qui a pris place dans un cours de développement normal et pathologique du langage oral et écrit. Donc, c'est un cours offert à des étudiants en 2e année au baccalauréat en adaptation scolaire et sociale. Les consignes que les étudiants avaient étaient tout simplement de poser une question à ChatGPT en lien avec les concepts enseignés. Donc, c'était durant un cours, par exemple, où on avait abordé le développement du langage chez les enfants, par exemple le développement de la conscience phonologique, le développement du lexique. Donc, il devait cibler une notion théorique qu'il désirait explorer et poser une question en lien avec ça à ChatGPT. Il devait ensuite écrire la réponse de ChatGPT dans un digipad. Donc, digipad, c'est pas mal l'équivalent de Padlet dans une version gratuite et sans limite d'utilisation. Donc, c'est un outil que j'utilise beaucoup, que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça permettait de garder des traces tout simplement là, des différentes réponses. Et après ça, il devait commenter
la réponse de ChatGPT et proposer une nouvelle réponse qui était bonifiée, améliorée en fonction de ce qui a été enseigné. Donc, les objectifs ici étaient d'approfondir certains concepts enseignés durant le cours, de faire des liens aussi entre les réponses de ChatGPT et les notions enseignées, notamment dans les PowerPoint du cours ou dans le manuel de référence, et de commenter la réponse de ChatGPT en faisant une analyse critique en vue d'en proposer une nouvelle plus précise et détaillée. Puis ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est que souvent, par exemple, les termes employés par ChatGPT ne seront pas les mêmes que ce qui a été enseigné ou ce qui est partagé dans les manuels de référence. Donc, ça leur fait aussi se questionner sur les différents concepts là, et remettre en question ce que ChatGPT propose. Et ça leur fait voir surtout la pertinence de ChatGPT dans des questions de ce style-là, mais également les limites, puisque les réponses ne sont pas parfaites parce que souvent, ChatGPT n'est pas un spécialiste non plus là, dans le domaine. La deuxième activité maintenant a pris place dans un cours offert en troisième année dans le même baccalauréat. Donc, c'est un cours de dépistage au préscolaire et où on aborde aussi la démarche d'évaluation diagnostique des difficultés en lecture-écriture au primaire. Donc, je vais d'abord vous présenter l'activité et après ça, je vais continuer le partage d'écran pour vous montrer les résultats et vous montrer aussi la réponse de ChatGPT en lien avec cette activité-là. Donc, ici, les étudiants devaient sur Digipad rédiger eux-mêmes une étude de cas d'un élève du primaire dans le cadre de laquelle il est question de ses compétences en lecture. Donc, ils devaient décrire ses forces, ses faiblesses, aborder la vie scolaire, la vie familiale. Donc, je leur demandais vraiment d'inventer un cas concret qui dresse un bon portrait de l'élève. Donc, après avoir rédigé leur étude de cas, ils devaient l'intégrer dans ChatGPT et lui demander son avis orthopédagogique sur l'élève. Donc, ils devaient ensuite lui demander pourquoi et ils devaient réagir à la réponse de ChatGPT en le questionnant et en allant plus loin. Donc, je leur demandais de le remettre en question, de poser d'autres questions, de donner d'autres détails. Donc, vraiment de le pousser un petit peu pour voir comment il allait réagir. Et après ça, il devait demander à ChatGPT quelles interventions pourraient aider l'élève et quelles activités. Donc, toute leur démarche devait être copiée-collée sur Digipad pour garder des traces. Et à la fin, ils devaient aussi rédiger un paragraphe critique exposant en quoi les informations de ChatGPT sont pertinentes et ce qui l'est moins. Donc, ici, au niveau des objectifs, c'était d'utiliser les notions enseignées dans le cadre des cours pour questionner plus loin ChatGPT et le remettre en question, pour prendre conscience de ses forces, mais également de ses limites. Il devait aussi réfléchir à ce qui pourrait être mis en place en orthopédagogie auprès de l'élève, parce que c'est un des objectifs du cours, c'est vraiment de réfléchir à comment, avec l'élève, on va l'évaluer, comment qu'on va intervenir. Donc, c'était une façon également là, de poursuivre l'apprentissage par rapport à ça. Et il devait réagir à sa réponse là, sous la forme d'un paragraphe d'analyse critique. Donc là, je vais vous montrer justement ce qu'il en est. Donc, par exemple, ici, normalement, vous devriez bien voir mon écran avec ChatGPT. Donc, j'ai déjà copié-collé ma question. Donc, par exemple, comme étudiante, je pourrais demander, peux-tu me donner ton avis orthopédagogique sur ce cas d'élève? Et là, j'ai un cas qui a été rédigé que j'ai copié-collé dans ChatGPT. Donc, je pose la question comme ça. Et on voit que ChatGPT va quand même proposer beaucoup de choses. Donc, il va faire une analyse orthopédagogique, proposer des pistes d'intervention également. Donc, on voit qu'il aborde les facteurs de risque, les conséquences sur l'apprentissage, les pistes d'intervention. Donc, on voit qu'il propose des choses qui ont du sens, qui sont intéressantes, qui correspondent peut-être un petit peu moins à ce qu'on fait généralement en orthopédagogie, comme par exemple situation de dépistage, comme analyse. Donc, ça reste quelque chose qui est différent, mais il va proposer des interventions qui sont logiques et une analyse aussi qui se tient, mais qui est différente de celle qui serait faite par un véritable orthopédagogue. Donc, ça vous donne déjà une idée. Et je vous montre maintenant le Digipad qui a été utilisé pour cette activité. Donc, j'ai eu l'autorisation des personnes étudiantes pour partager le contenu. Et ici, ils avaient tout simplement les consignes. Et chaque équipe avait écrit leur étude de cas. Donc, moi, j'avais trois équipes. C'était un petit groupe de 8 personnes étudiantes. Donc, on a par exemple le cas d'Alice qui avait été rédigé par les personnes étudiantes.
Après ça, on a la réponse de ChatGPT qui va beaucoup parler encore de facteurs de risque et d'observation. Donc, ça se ressemble quand même d'une analyse à l'autre. Et également, par exemple, ChatGPT va mentionner qu'il n'est pas orthopédagogue, donc il n'est pas un spécialiste dans le domaine. Donc, il va quand même prendre la peine de le rappeler aux personnes étudiantes. Donc, les étudiants ici, on voit qu'ils ont posé des questions, ils ont demandé pourquoi. On voit aussi que ChatGPT propose beaucoup de choses. Donc, il va faire quand même une analyse assez poussée avec beaucoup d'explications. Et après ça, plus loin ici, on voit que les personnes étudiantes ont posé des questions justement pour aller plus en profondeur. Donc, je descends jusqu'en bas pour aller vous montrer le paragraphe d'analyse critique, mais comme je vous disais, ChatGPT écrit quand même vraiment beaucoup. Et plus bas ici, par exemple, là, j'ai l'avis des personnes étudiantes où est-ce que eux, ils ont apprécié quand même que ChatGPT répète souvent et rappelle qu'il n'est pas un professionnel. Donc, il fait preuve quand même d'une certaine prudence à ce niveau-là, ce qui a été apprécié. Donc, les réponses sont longues et bien garnies. Puis les personnes étudiantes étaient conscientes qu'on ne peut pas faire confiance à ChatGPT à 100% parce que c'est pas un professionnel et qu'il faut au besoin aller consulter de véritables professionnels. Donc, c'est vraiment ce qui ressortait en partie. Et les autres personnes étudiantes, là, si je vais plus bas aussi au niveau de l'analyse critique, donc généralement, c'était des stratégies qui étaient proposées qui avaient du sens. Il y a certains termes, par exemple, dans le domaine de l'orthopédagogie, qui ne sont pas des termes qu'on utilise au quotidien. Donc, c'est certain que ça, c'est quelque chose qui avait été noté par les étudiants aussi. Donc, voilà pour cette activité. Maintenant, je retourne à ma présentation avec la troisième activité. Donc, l'activité 3, quant à elle, a pris place dans un cours de quatrième année, maintenant en adaptation scolaire, qui est un cours d'intervention orthodidactique adapté aux élèves éprouvant des difficultés en lecture-écriture au primaire. Donc, ici aussi, j'ai été avec des cas orthopédagogiques. Par contre, cette fois-ci, c'est ChatGPT qui devait lui-même rédiger un cas d'élève, donc un cas d'élève de cinquième année éprouvant des difficultés en écriture. Après ça, c'est les personnes étudiantes qui devaient proposer un objectif orthopédagogique en lien avec le cas de ChatGPT et proposer leur propre piste d'intervention pour travailler l'écriture. Donc là, à ce moment-là, ils ne devaient pas demander à ChatGPT de proposer des éléments. Mais après, c'était le moment justement de demander à ChatGPT à son tour de proposer un objectif, des pistes d'intervention et une activité orthopédagogique rééducative complète. Et après ça, il s'agissait surtout de comparer tout simplement ce que eux ont proposé pour l'élève versus ce que ChatGPT a proposé. Donc, vraiment de ressortir les points forts, les failles aussi. Donc, voir qu'est-ce qui est le plus adapté aux besoins de l'élève entre leurs propres évaluations et celles de ChatGPT. Et à la fin, ils devaient aussi noter en quoi ChatGPT peut les soutenir dans leurs tâches d'enseignante ou d'orthopédagogue. Donc, il reste quand même beaucoup de possibilités avec l'intelligence artificielle, que ce soit pour créer des images, par exemple, pour mettre en ordre une histoire, ou bien de créer des listes de mots de vocabulaire avec des sons précis ou des questions d'examen, des quiz interactifs. Donc, il y a énormément de possibilités là, avec l'intelligence artificielle pour l'enseignement. Les objectifs ici étaient de se positionner en tant qu'orthopédagogue et réfléchir à ce qui pourrait être ciblé comme objectif et comme piste d'intervention auprès de l'élève. Après ça, de comparer leurs réponses avec celles de ChatGPT pour en faire l'analyse et réfléchir bien sûr aux possibilités amenées par l'IA en enseignement et en orthopédagogie. Maintenant, je vais faire un petit retour sur les activités réalisées avec l'IA. Donc, d'abord, les personnes étudiantes ont trouvé que les résultats étaient impressionnants et que c'était une activité qui était différente. Donc, c'est une activité dans chaque cours qui a été appréciée. Et quand je l'ai fait la première fois, donc à l'automne 2023, donc avec le premier groupe sur le développement du langage, c'est certain que les personnes étudiantes étaient à ce moment-là moins habituées avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, plusieurs ne l'avaient jamais utilisée. Donc là, c'était vraiment intéressant de voir justement qu'elles étaient impressionnées avec l'outil.
Tandis que quand je l'ai fait durant les cours suivants, donc au fur et à mesure qu'on avance, les étudiants connaissent davantage l'intelligence artificielle. Donc, c'est certain que qu'ils étaient impressionnés quand même, mais moins, par exemple, que pour le premier cours. Également, je voulais leur faire prendre conscience là, des forces et des limites de l'outil et ce qui a pu être fait là, durant les cours. Ça, je pense que pour eux, ça a été justement une belle prise de conscience parce que les réponses sont toujours très intéressantes, mais il y a toujours des petites lacunes aussi là, à considérer. Et également, je voulais leur faire prendre conscience des enjeux éthiques liés à l'IA. Quelques recommandations maintenant. Donc, je suggère d'accompagner les personnes étudiantes en lien avec l'utilisation de l'IA. Je pense qu'il est préférable de le faire dans le cadre de notre enseignement universitaire et de leur en parler ouvertement aussi, de les sensibiliser aux biais possibles et aux enjeux éthiques, de planifier des activités pédagogiques permettant de mettre en lien les contenus théoriques du cours et l'analyse de l'IA. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai utilisé, c'est de justement prendre les concepts du cours ou l'analyse orthopédagogique qu'on fait dans le cadre du cours et se servir de l'IA pour pousser plus loin, pour réfléchir davantage. Et il faut aussi rappeler que rien ne vaut l'expérience et la pratique. Donc, l'IA ne peut pas prendre en compte certains aspects plus humains. Donc, ça reste que c'est pas une personne professionnelle qui a de l'expérience humaine dans ce contexte-là. Donc, c'est toujours à considérer. Et également de toujours rappeler aux personnes étudiantes de demeurer critiques face aux réponses de l'IA qui ne sont pas toujours adéquates. Avant de terminer, je sors un petit peu du contexte de mes trois cours pour vous parler d'un outil que je trouve intéressant pour plusieurs de nos tâches en enseignement universitaire. Donc, c'est Notebook LM, qui est un outil, le Google, qui peut être vraiment pertinent. Donc, je vous montre deux contextes d'utilisation dans le cadre de la préparation de cours universitaires. Donc, par exemple, Notebook LM peut être intéressant pour compléter un cours magistral avec des propositions adaptées au contenu présenté. En fait, je vais vous faire la démonstration après, mais on peut tout simplement prendre notre document de cours, notre présentation PowerPoint, la mettre dans Notebook LM et lui demander de nous ressortir des idées d'ateliers pour le cours, là, pour aller compléter, par exemple, la théorie. Donc ça peut être une belle utilisation. Et également, on peut aussi s'en servir pour faciliter la création d'une grille d'évaluation. Donc, par exemple, à partir des consignes d'un travail, on pourrait simplement lui demander de nous faire une grille d'évaluation à échelle descriptive et ça se fait quand même assez bien. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, quand on est sur Notebook LM, en fait, au départ, on arrive une fois qu'on est abonné, on arrive dans une page ici. Et là, on peut tout simplement aller créer une note. Et comment ça fonctionne, c'est qu'on doit intégrer un document. Donc, ça peut être un document PDF, mais il y a d'autres sources qui sont possibles. Et Notebook LM va faire l'analyse du document en fonction de questions qu'on va lui poser. Donc, par exemple, ici, j'ai déjà intégré mon cours là, pour vous le montrer. Donc, j'ai déjà ajouté ma source. Notebook LM va toujours faire un petit résumé de ce qui est dans le document. Et là, je vais juste aller copier-coller ma phrase que je voulais mettre. Donc, par exemple, je pourrais tout simplement lui demander, peux-tu ressortir des activités pédagogiques à réaliser en classe avec des étudiants universitaires en éducation qui ne sont pas proposés dans le document? Parce que dans le document, j'ai déjà des ateliers qui sont là. Donc, je peux tout simplement lui poser la question comme ça ici. Et là, on voit que justement, l'outil va proposer des activités. Donc, par exemple, des débats structurés, de l'analyse critique d'articles de recherche, de la conception de plans d'intervention, des simulations de rencontres de parents, etc. Donc, on voit qu'il propose quand même des choses qui sont intéressantes et qui sont pertinentes. Donc, moi, c'était un cours qui porte sur les difficultés en lecture et en écriture. Donc, c'est certain que ce qui est proposé, ça fait du sens. Je pourrais aussi lui demander tout simplement de me proposer des questions d'examen en lien avec les contenus. Donc, ici aussi, les propositions qui vont être faites sont quand même intéressantes. Donc, on a des questions ouvertes, des questions à choix multiples, etc.
Ensuite, autre exemple que je voulais vous montrer. Donc, par exemple, je peux mettre mon document, les consignes de mon travail de session, par exemple, que je vais déposer sur Notebook LM. Et ici, je pourrais simplement lui demander, peux-tu me créer une grille d'évaluation descriptive? Donc, comme ça ici. Et là, il va pouvoir me faire une grille en fonction de mes consignes. Donc, c'est certain que là, par exemple, dans mon document, j'avais tout simplement les consignes qui étaient là sans la grille d'évaluation. Et il va pouvoir me sortir des points puis proposer quelque chose là, qui est quand même intéressant. Donc, c'est certain que ça remplace pas nécessairement là, c'est notre grille, la construction de notre grille d'évaluation, mais ça peut déjà nous donner quelques pistes dans la construction de notre grille d'évaluation. Quelque chose d'intéressant aussi que dans notre book LM, ça c'est seulement en anglais par contre, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir un résumé audio sous forme de podcast. Donc à ce moment-là ici, si je fais générer, ça va, euh, ça va générer une conversation entre deux personnes, donc en anglais, où est-ce qu'ils vont discuter du document qui est là. Donc, c'est quand même un petit élément qui est intéressant là, pour ça, mais présentement, c'est seulement en anglais. Donc, voilà, de mon côté, c'est pas mal ce qui fait le tour pour ma présentation. Je vous rappelle tout de même avec notre book LM de toujours faire attention aux droits d'auteur. Donc, de mon côté, je vous l'ai présenté en lien avec mes propres documents, mais c'est quelque chose là, qui est à faire attention. Puis, je rappelle aussi que je suis vraiment pas une spécialiste non plus de notre book LM ni de l'intelligence artificielle en général. Donc, je suis vraiment une personne qui aime découvrir de nouvelles technologies et l'utiliser dans le cadre de mon enseignement. Ça me fait plaisir de vous partager ce que j'en fais aujourd'hui. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Ève. C'était vraiment super intéressant, le partage de ton expérimentation. En tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup. Puis certainement les participants aussi. Euh, Nous avons, je pense, trois questions dans dans le Q&R. La première question de Karine, c'est bon de l'avoir notée, merci beaucoup. Je vais prendre le temps de la poser à la fin parce que je pense qu'on peut la poser à l'entièreté de nos panélistes. Mais la question, par exemple, de Sébastien Gamache, je vais la lire. Je pense qu'elle cible plus l'activité 2. Donc, tu peux y répondre rapidement, s'il te plaît, Marie-Ève. Donc, bonjour, merci pour ces beaux exemples. Pour l'activité 2, comment vous assurez-vous que l'étudiant ne fait pas que demander à ChatGPT? Dans une autre fenêtre, de carrément répondre à votre énoncé. Par exemple, le paragraphe critique. Un étudiant pourrait simplement demander à ChatGPT de rédiger à la place de l'étudiant le paragraphe critique sur sa propre réponse. Hmm. C'est certain que ça reste un enjeu justement de s'assurer que les étudiants n'en profitent pas en plus pour l'utiliser, par exemple pour le paragraphe d'analyse critique. Dans mon cas, il faut savoir que dans ce cours-là, à chaque année, j'avais des petits groupes de 8 étudiants. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, je circulais, je leur demandais comment vous trouvez les réponses, puis on prenait le temps aussi de discuter de ce qui ressortait des réponses. Donc, dans mon cas, ça n'a pas été un enjeu, étant donné justement la proximité que j'ai pu avoir avec les personnes étudiantes. Mais je suis d'accord que dans un contexte, par exemple, avec 50 étudiants, c'est quelque chose qui pourrait être un petit peu plus complexe. Mais sinon, c'est pas quelque chose qu'on peut effectivement vérifier là, de ce côté-là. Absolument, merci beaucoup. Donc j'en profite pour accueillir Eric Franker. Bienvenue Eric. Je t'ai présenté aux personnes participantes, donc bienvenue. Je cède maintenant la parole à Hamid Safari pour nous présenter son récit d'expérimentation. À toi la parole, Hamid. Merci beaucoup. Donc, je salue tout le monde. Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Oui, c'est parfait, Hamid. Excellent, super. Donc, merci pour l'invitation d'abord, Grip. Merci pour votre présence. Je suis vraiment honoré d'être avec vous et j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. Alors, je commence par me présenter. Je suis conseiller en technologie éducative à l'UQO, mais aujourd'hui, je suis avec mon deuxième chapeau. Comme chargé de cours, je vais vous présenter en fait mes expériences d'intégration de l'IA générative dans le cadre d'un de mes cours
à l'Université d'Ottawa en session hiver 2024. Le cours était en fait dans la faculté d'éducation et l'objectif de cours était étudier des modèles médiatisés d'enseignement et de leur application en présentiel et à distance. Et le cours s'intitulait Modèles médiatisés d'enseignement. Donc, pendant la présentation, je vais vous présenter le plan de cours et au fur et à mesure, je vais vous montrer en fait comment j'ai utilisé l'IA générative, comment mes personnes étudiants, ils ont utilisé aussi. Donc, après, je vais terminer par quelques retombées au niveau d'apprentissage, au niveau d'enseignement. Voilà. Alors, ce cours était un cours qui était donné au niveau maîtrise et j'avais 25 personnes étudiantes et c'était donné d'une manière asynchrone, donc autoportante. Donc, tout était en fait sur la plateforme Brightspace. Mais on va voir dans le plan, donc on a réservé la première séance, dernière séance, pour tout ce qui était un échange synchrone sur Zoom. Alors, l'approche pédagogique que j'ai adoptée pour ce cours, c'était apprentissage par projet. Donc, et ça, c'était relié à ma philosophie face à l'augmentation et le développement de l'IA, son intégration. Donc, et la manière que nous, peut-être, on peut le voir dans le cadre de notre travail, notamment au niveau d'évaluation. Donc, je pensais à une approche par projet qui peut en fait devenir intéressant et pour répondre à nos questions, nos préoccupations, tout ce qui touche au niveau de l'intégration de l'IA, la question de plagiat, etc., etc. Alors, pardon. Donc, ça, c'était le plan de cours. Donc, comme je vous ai dit, première séance, ça a commencé avec une rencontre sur Zoom, donc c'était synchrone. Après, on avait 7 modules asynchrones. Et dernière séance était pour une autre rencontre sur Zoom pour récapituler en fait et synthétiser le cours, pardon. Alors, première chose, bien sûr, donc j'ai fait une entente avec mes personnes étudiants, étant donné que le sujet quand même c'était sensible et que c'était en session 2024 aussi, il y a à peu près un an. Donc, comme si on a fait un projet pilote et les personnes étudiantes, elles ont été d'excellentes collaboratrices en fait dans le cadre de ce projet. Mais par contre, je trouvais important qu'on fasse une entente, notamment au niveau de l'intégration de l'IA. Ce qui m'a fait faire, en fait, faire tout premier usage de l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, pour créer l'entente avec mes personnes étudiants. Donc, j'ai utilisé ChatGPT pour créer cette entente. Et ça, c'était le prompt initial, la demande initiale que j'ai entrée dans ChatGPT. Donc, au fur et à mesure, je vais vous montrer des exemples de prompts que j'ai utilisés. Par contre, donc, c'est pas avec seulement ça, vous n'êtes pas sans savoir en ce moment. On parle beaucoup de prompt engineering, on parle beaucoup des échanges itératifs, etc., va-et-vient entre la machine et la personne. Donc, mais le commencement, c'était avec les genres de prompts comme ça. Bon, pour l'entendre, je suis allé avec, je souhaite que tu te comportes comme un excellent avocat spécialisé en IA et éthique. Pour mon cours, j'aimerais établir une entente avec mes personnes étudiantes à l'université. En vertu de cette entente, nous sommes totalement libres d'utiliser n'importe quel outil, n'importe quel type d'outil d'IA, tel que ChatGPT, à différents niveaux d'enseignement et d'apprentissage, tant pour moi en tant que professeur que pour mes personnes étudiantes. Cependant, il est essentiel que chacun soit transparent quant à l'utilisation et qu'il déclare et ou cite l'outil utilisé ainsi que sa méthode d'utilisation
formulation de prompts, de stratégies adoptées. De plus, tout contenu rédigé, modifié ou amélioré par l'IA doit également être signalé et cité. Tout le monde est invité à apporter dans l'annexe les traces et les preuves sous forme d'images, de vidéos ou de PDF, illustrant le processus d'idéation, de recherche, de conception, de création et d'édition avec les outils d'IA utilisés. Donc, commencement avec ce prompt. Le produit final, c'était cette entente qui avait été signée par moi et par les personnes étudiantes. Alors, il y avait, en fait, l'objectif principal, c'était bien sûr favoriser une utilisation éthique, éclairée, responsable et transparente, tant pour la personne enseignante que pour les personnes étudiantes. Il y avait 6 articles dans cette entente. Première, c'était au niveau d'utilisation des outils d'IA. Bon, mon objectif ici, c'était un peu avec l'entente de leur donner de manière pédagogique des exemples de manière qu'ils peuvent utiliser l'IA aussi. Et ici, j'ai porté en fait leur attention, j'ai mis l'accent sur l'aide à l'évaluation des travaux. Dès le début, j'étais clair avec aux autres que je l'utilise comme une aide, bien sûr, comme tous les autres usages aussi, mais ici sur l'évaluation, j'ai encore insisté sur le fait que c'est vraiment un assistant là. Et toujours en ce moment, je pense que c'est très risqué, c'est très sensible d'utiliser l'IA pour l'évaluation de l'apprentissage. Alors, article 2, c'était transparence et déclaration d'utilisation. Donc, l'outil utilisé, quel outil on a utilisé, quelle méthodologie on a employée, parce que c'était les choses qu'on allait voir en fait dans le cours. Le rôle de l'outil d'IA dans la création du contenu, niveau d'assistant de l'outil, c'était comment. Article 3, c'était au niveau de citation et attribution, comment on peut citer en fait ça. À l'époque, on n'avait pas des documents de référence pour citer en fait, par exemple, quand ça vient de ChatGPT. Article 4, je m'excuse, donc automatiquement mon PowerPoint a été fermé. Est-ce que je vous ai... Oui, on voit ton écran avec ChatGPT. OK. Donc, automatiquement, comme si mon PowerPoint a été fermé. Je suis désolé. Ça arrive, donc ça fait partie des choses. Alors, donc, je vais continuer. Article 4, preuve d'utilisation de l'IA. Il devait me fournir, et moi aussi, je devais fournir les captures, des preuves dans le cadre des fichiers comme capture d'écran, partage de canal, par exemple, si c'était dans les canaux ChatGPT, avec vidéo, fichier Word ou PDF. Article 5, c'était au niveau de droits et responsabilités. Donc ça, l'objectif était vraiment de nous responsabiliser que nous sommes en fait, nous demeurons en fait responsables de la validité, de la rigueur et de l'originalité de notre travail. Et l'article 6, c'était au niveau de sanctions en cas de non-respect. Donc, ce que n'a pas été en fait heureusement utilisé. Donc, et tous tous les éléments dans l'entente a été très, très bien respecté. Je vais vous en parler. Alors, au niveau d'évaluation, donc, première chose, donc, il y avait un petit morceau de lecture hebdomadaire qu'il devait faire. Donc, c'était en fait un chapitre de livre qu'il devait lire. Et ça, c'était exprès parce que l'objectif principal du cours n'était pas l'IA. Donc, c'était plus large. Donc, je devais compenser les parties qui manquaient, en fait, parce qu'on a mis beaucoup d'accent sur l'IA. Et je devais, en fait, compenser ça avec un autre moyen, par exemple, comme la lecture. Alors, c'était quelque chose qui me permet, en fait, d'abord, pour l'évaluation de lecture, ça c'était un des autres usages que j'ai fait avec ChatGPT. Je vais vous montrer. Donc d'abord, la lecture, c'était en fait un livre, donc les 10 fondamentaux de l'enseignement en ligne pour le personnel enseignant et de formation par excellent
Tony Bates. Donc, c'était un livre avec 10 chapitres. C'était court et c'est un livre qui est open source, qui existe en ligne. Voilà. Et deuxième, c'était à l'époque, on avait seulement ce rapport au niveau du ministère, l'intelligence artificielle en éducation, un aperçu des possibilités et des enjeux. Donc, pour, entre guillemets, évaluer la lecture, un autre usage que je faisais en fait de l'IA générative, donc, je donnais chaque fois en fait 2 questions, avec choix simple ou bien choix multiple. Et donc, chaque question avait 0,5 points. Et puis, donc, pour faire les quiz, ces genres de questions, j'allais en fait sur ChatGPT et je lui demandais en fait avec bien sûr le prompt de commencement, ce genre de prompt. Donc, je uploadais d'abord le chapitre par exemple, premier chapitre. Je uploadais ça, comme vous pouvez voir ici, le fichier. Et après, je mettais mon prompt comme je veux que tu te comportes comme le meilleur professeur de l'université. Tu enseignes dans le domaine des technologies éducatives et plus particulièrement sur les différentes modalités de l'enseignement en ligne en différents modes synchrone et asynchrone. Je te donne aussi joint un chapitre de livre Les 10 fondamentaux de l'enseignement en ligne pour le personnel enseignant et de formation rédigé par Tony Bates. Observe et analyse le texte et trouve 2 éléments importants à savoir dans le chapitre. Fais 2 quiz à choix simples sur ces 2 éléments. Propose 4 choix de réponse en mettant la bonne réponse en gras. Donc ça, c'est le genre de réponse que j'obtenais. Voilà. Par contre, j'avoue que en étant conseiller pédagogique, j'y crois pas beaucoup l'impact des quiz sur l'apprentissage. Et je l'ai utilisé d'abord, je voulais faire un test au niveau de comment, quand on fait des quiz avec l'intelligence artificielle, ce que ça donne. C'était du côté de l'enseignement. Et une autre raison, c'était pour un moyen de voir, de vérification si mes personnes étudiants, ils ont lu en fait le chapitre. Alors, un peu structure de cours. Donc, ça, c'était module 1, donc, qui portait sur histoire et évolution de l'enseignement médiatisé. Ça commençait par les instructions, donc visionnage de vidéos, téléchargement des instructions, préparation de la présentation, lecture, réponse aux questions. Après, on allait voir quelques vidéos. Au début, j'ai commencé avec les outils comme HeyGen, avec les avatars. Donc, j'ai créé mes vidéos avec les avatars pour première. Donc, c'était ici. Ça n'a pas été bien accueilli par mes personnes étudiants. Et tout de suite, je l'ai laissé de côté parce que leur préférence, c'était de me voir et de m'entendre plutôt que de voir et d'entendre un avatar virtuel. Donc, ça, c'était la première fois que j'ai utilisé. Après, j'ai arrêté. Pour la création des vidéos, j'ai également utilisé des outils d'IA. Donc, par exemple, pour les images que j'ai utilisées dans les vidéos, j'ai utilisé Midjourney pour créer des images par l'intelligence artificielle. Au niveau de montage, j'ai utilisé Descript, qui est un outil super intéressant qui nous permet en fait de faire il fait la transcription texte de la vidéo et on peut faire le montage en se basant sur la transcription texte. Par exemple, on va enlever une partie du texte et dans la vidéo, cette partie va être enlevée aussi. Ça c'était vraiment super intéressant. Ça m'a énormément facilité le travail. Et j'ai utilisé un autre outil, c'était pour épurer le son, pour le rendre un peu au studio, qui est Adobe Podcast. Donc, toujours en se basant sur l'IA, il améliore énormément la qualité du son pour mes vidéos. Hamid, excuse-moi de t'interrompre. Comme tu me l'as demandé, il te reste 5 minutes. Parfait, excellent. Donc, ça, c'était un peu, grosso modo, la manière, en fait, qui était structurée.
Donc, au niveau des premières séances, c'était sur Zoom. Donc, j'ai fait la transcription de la rencontre. Et après, un autre usage que j'ai fait, donc j'ai mis la transcription de la rencontre et j'ai demandé à ChatGPT qu'il me fasse une analyse de la transcription et de créer un tableau décrivant le profil de chaque personne étudiante en fonction de mes instructions. Ça, c'était vraiment intéressant aussi parce que d'un coup, j'ai pu avoir en fait un profil de mes personnes étudiantes. Ça, c'est un petit morceau de tableau que je vous ai apporté ici. Bon, premier module, c'était sur histoire et évolution de l'enseignement médiatisé. Donc, première production qu'il devait faire, c'était production de chronologie. Donc, pour faire en fait le guide de réalisation, toujours j'ai utilisé ChatGPT avec ce genre de prompt et je lui ai demandé qu'il me fasse en fait les grilles en fait, le guide de réalisation et la grille d'évaluation. Donc, il m'a fait en fait ce genre de document, donc consigne pour la création d'une présentation chronologie de l'évolution de l'enseignement médiatisé. Et puis, à la fin, vous voyez critères d'évaluation. Donc ça a donné un peu les résultats comme ça. Vous voyez la réalisation de mes personnes étudiants sous différents formats. Après, donc, deuxième module, c'était sur aperçu des modèles de l'enseignement médiatisé. Pour ce module, donc, mes personnes étudiantes devaient produire une carte mentale. Donc, la même chose. Donc, j'ai fait les consignes pour la création, le guide de réalisation et la grille les critères d'évaluation avec ChatGPT. Donc, ça a donné des exemples comme ça. Troisième module, en fait, c'est à partir d'ici que le sujet va être concentré sur l'IA. Donc, troisième module, c'était sur IA en enseignement, histoire, éléments de définition, apport et enjeux. Donc, on a commencé large. J'étais chanceux parce que mon cours le permettait. Je comprends pour certains gens, peut-être, c'est pas si facile. Donc, ils avaient une lecture à faire. Donc, c'était le guide de ministère. Après, donc, quatrième module, c'était IA en enseignement, agent conversationnel, fonctionnalité, l'art de prompt. Et à partir d'ici, ils devaient créer leur projet. Donc, je vous ai parlé approche apprentissage par projet. Donc, ils devaient créer une histoire à l'aide de l'IA générative parce qu'ils étaient les futurs enseignants, enseignantes au niveau primaire et secondaire. Donc, ils devaient en fait créer une histoire qu'ils devaient utiliser dans leur classe, comme s'ils sont des personnes enseignantes, ils créent une histoire et dans le cadre d'un scénario pédagogique, ils devaient utiliser dans le cadre de leur classe. Donc, ils allaient utiliser les agents conversationnels comme ChatGPT en utilisant bien évidemment l'art de prompt, les techniques qu'on a vues dans la classe, etc., pour créer cette histoire pour les enfants. Après, module 5, c'était conception et création des ressources visuelles et audio avec l'IA. Pour leur propre histoire, ils devaient créer des images en utilisant les outils d'IA qu'on a vus dans la classe et ils devaient faire une narration audio pour leur histoire. Après, design graphique en enseignement, donc on a vu les principes de design et ils devaient, à partir de leur histoire et les éléments visuels et la narration, les mettre sur un document de présentation comme Canva, comme Geniali, comme PowerPoint, etc., etc. Et après, ils devaient en fait créer une vidéo à partir de leur histoire avec leurs éléments. Et à la fin, ils devaient en fait créer un scénario pédagogique. Donc ça, c'était 20%, le plus important des moyens d'évaluation. Créer un scénario pédagogique dans lequel ils devaient utiliser leur projet, leur vidéo
ou leur présentation avec l'histoire. Et bon, comme exemple, je vais vous montrer un petit morceau d'une histoire d'une personne étudiante. Les lames d'Ébène. Le courage des guerrières du royaume de Danby. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps, mais si jamais il y a du temps, donc je vais vous en parler encore. Donc, ça a donné un exemple comme ça, comme le scénario pédagogique, donc devait être bien structuré avec les différents éléments. Quelques retombées. Donc, je pense qu'il y avait la satisfaction globale des personnes étudiantes. La question de conflit, je pouvais pas, en fait, il disait que c'était bon, mais je m'appuyais en fait sur les feedbacks de mon cours, en fait, de l'évaluation de mon cours. J'ai mis un morceau, j'ai pas coupé, collé, donc seulement les commentaires qui étaient à mon faveur. Mais donc, je pense qu'ils étaient satisfaits, en fait, de manière générale de cours. Respect global de l'entente, donc très, très bien été respecté, tous les éléments de l'entente. Ils ont apporté en fait les profs, comme vous voyez comme exemple ici, ça c'est les profs pour l'utilisation de Copilot et ici c'est pour la création d'images. Donc c'était Ideogram, l'outil qu'ils ont utilisé pour faire les images. Au niveau d'accès, au début, il y avait personne avec un abonnement payant à ChatGPT ou Copilot. Donc au milieu et à la fin de cours, il y avait 11 personnes qui avaient la version payante. Donc, je pense qu'ils ont vu les apports et tout, surtout à l'époque, ça changeait beaucoup la version gratuite avec la version payante. Donc, premier agent conversationnel utilisé, c'était ChatGPT. Deuxième, c'était Copilot. Désormais, je vais le mettre en lien avec une recherche que j'ai vue après, c'est récent, décembre 2024, parce que pour moi, c'était un partage d'expérience, mais là, on est avec une recherche scientifique. Donc, ça correspondait pas mal à ce que j'ai vu dans le cadre de mon cours. Dans le cadre de cette recherche aussi, on voit que ChatGPT, c'est le premier outil qu'ils utilisent les personnes étudiantes. Après Grammarly, parce que c'était dans 5 pays anglophones. Après, on avait Microsoft Copilot. Au niveau d'usage, donc c'était quand même basique les usages. Donc, ils utilisaient pas mal les agents conversationnels comme ChatGPT, comme Google. Donc, alors que c'est pas à la base, ces agents conversationnels, ce sont des assistants, ne sont pas Google. Ils utilisaient beaucoup pour recherche d'infos et de linguistique, faire des résumés, etc. Et comme je vous ai dit, il y avait un manque de contact avec l'avatar. Donc, c'est la même chose, on voit dans cette recherche aussi. Donc, 69% des personnes étudiantes qui utilisent pour recherche d'informations, pour vérifier le grammaire. Ça va être pour bientôt, je vais terminer tout de suite. Et résumer le document, paraphraser un document et pour aller chercher en fait les idées. Au niveau de compétences, il y a, bon, moi, avec mon regard, bien sûr, c'est un peu subjectif, j'ai vu un manque de compétences sur l'IA. Manque de persévérance, c'était vraiment visible. Donc, il ne mettait pas beaucoup de temps, même si on a vu tout ce qui était au niveau d'échanges itératifs, etc. Donc, il voulait tout de suite aller là-bas pour obtenir leurs réponses. Formulation de prompt pas assez efficace. Principes de prompt n'ont pas toujours été respectés, même si on a vu les principes, contexte, persona, etc., etc. C'était pas toujours respecté. Évaluation critique des résultats de l'IA, absence de vérification des faits. Donc, j'ai pas vu un seul exemple qu'on va, par exemple, valider ça avec une recherche scientifique, alors que c'était très, ils étaient encouragés à aller vérifier ça, à vérifier les biais qui existent dans ces outils. Je leur ai demandé même, vous pouvez obtenir 5 points si vous me trouvez un biais sur ces outils. Absence d'adoption des stratégies avancées, bon, manque d'échange itératif avec l'IA. Création de contenu multimédia. Il y avait une amélioration visuelle, mais manque de créativité. On voit que dans cette recherche aussi, tu vas m'excuser, Hamid, oui. c'est super intéressant, vraiment, mais je vois le temps filer, Oui, puis il nous reste c'est terminé. Donc, 58% dans cette recherche aussi qui dit qu'ils ne sont pas assez compétents. Au niveau de moi, donc économie de temps considérable,
niveau de stress excessif, qualité de ressources pédagogiques, c'était vraiment bon, ça m'a beaucoup aidé. Sentiment d'être piégé en créant des quiz avec ChatGPT. Donc, mes personnes étudiants, ils disaient que, en fait, comme si tu voulais nous piéger avec ces questions. D'équilibrer la correction des travaux avec ChatGPT, il ne pouvait pas garder en fait ChatGPT un équilibre entre les réponses. Soit il était trop strict, soit il était très doux. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vu en fait. Et évaluation, dernière chose. Donc ils étaient vraiment inquiets au niveau d'évaluation. Ce dont je vais parler, c'est la création d'un agent conversationnel IA que j'ai créé dans le cadre de mon cours TSIN 503. Je vous explique rapidement le contexte. Donc, on parle de TSIN 503, Environnement, Technologie, Société, un cours de sciences humaines et sociales obligatoire pour des étudiants de premier cycle en génie à l'ETS. OK? Donc, déjà, c'est un cours qui fonctionne bien, mais quand même, c'est un peu une bibite bizarre pour les étudiants. L'IA générative arrive, hein, puis tout de suite, on perçoit la menace. Moi, je me souviens très bien la première fois qu'un collègue m'a parlé de ça en décembre 2022. Et là, on fait comme, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, mon réflexe, ça a été de dire, ben, allons voir ce que c'est, on expérimente, puis est-ce qu'on est capable de s'approprier la technologie pour en faire un outil technologique? Autrement dit, est-ce qu'on peut vraiment, plutôt que juste craindre ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose de productif avec ça? Qu'est-ce que j'ai ciblé? Bon, j'ai fait plusieurs expériences là, avec l'IA, même avec les étudiants, mais ce qui m'est apparu potentiellement intéressant, c'est qu'il y a un des objectifs d'apprentissage du cours qui est la capacité de développer chez les étudiants la capacité de documenter, discuter les enjeux sociaux, éthiques associés à une technologie existante ou émergente. OK? Donc, ça, ça a été ça. Puis, c'est pas un exercice avec lequel les étudiants sont à l'aise. Hein? Beaucoup de nos étudiants viennent des techniques, tout ça, ils sont pas à l'aise avec disons-le, avec l'écrit, avec l'argumentation. C'est correct, là, c'est comme ça, ils sont comme ça, c'est pas une critique, c'est plus un constat. Et là, je me suis dit, comment je pourrais les aider à vraiment travailler plus à fond avec ces idées-là, puis les aider à développer leurs arguments. Donc, en fin de compte, ce que j'ai réalisé rapidement, en fait, j'irai pas rapidement, j'ai réalisé qu'on pouvait bâtir un agent conversationnel qui va jouer le rôle d'un interlocuteur sceptique et les étudiants vont devoir expliquer la nature et l'importance d'un des enjeux qu'ils ont identifiés là, par rapport. Donc, l'interaction, ça prend la forme d'une conversation où l'agent demande à être convaincu en exigeant des exemples, des sources documentaires appropriées. Donc là, c'est pas l'IA qui donne des réponses, c'est l'IA qui pose des questions, OK? Tout en offrant aussi une rétroaction. Les bénéfices attendus de ça, un exercice interactif, une rétroaction immédiate. Hein? Ce qu'on n'a pas souvent dans les sciences sociales, on travaille sur des rapports, on remet ça, on a l'évaluation 1-2 semaines après. Il n'y a pas d'interactivité, vraiment, pas de rétroaction. Ou du moins, les rétroactions il y en a, mais ils sont lentes. OK? Puis, je me disais, peut-être ça va améliorer leur capacité à discuter justement d'un enjeu technologique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un agent conversationnel. Ce qu'il faut comprendre, en fin de compte, c'est que, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, à ce stade-là, là, c'est pas difficile. C'est littéralement de développer des instructions sous forme en langage naturel. Tout simplement, j'en ai un exemple ici d'instructions, justement, qu'on peut donner. Donc, ça ressemble à quoi ces instructions-là? On en avait vu des exemples tantôt, mais un objectif, et voilà, tu dis à ChatGPT ou à Claude, parce que c'est Claude que j'utilisais beaucoup. Donc, le rôle qu'il doit jouer, on donne un scénario, OK? Donc, c'est relativement facile. Pas besoin de savoir programmer. Hein? C'est dans ce sens-là, on peut expérimenter avec différentes formes. Là, évidemment, comment les étudiants peuvent utiliser ça? Là, ça a été là que ça a été plus compliqué. Il faut que je leur offre aux étudiants une possibilité de se connecter, gratuitement, hein, au service d'intelligence artificielle. Dans ce cas-ci, c'est Claude. Hein. Claude, c'est équivalent à ChatGPT.
C'est un système un peu, c'est une offre un peu différente qui est moins disponible depuis moins longtemps, mais qui, dans mon cas à moi, avait un caractère dans des discussions beaucoup plus convivial. Donc, et là, on a Eric, vous connaissez, excusez-moi, est-ce que vous deviez partager quelque chose? Parce que là, c'est vous qu'on ben oui, voit. ben oui, OK, excusez-moi. Oh, parfait. excusez-moi, j'ai oublié de partager mon écran, merci. Mes étudiants me le disent des fois, c'est ça. Euh, donc, en gros, donc c'est ça. Donc, et l'idée essentiellement, c'est une fois qu'on a développé notre, 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 notre agent, là, il faut créer un environnement où les étudiants peuvent se brancher et aussi de façon anonyme. OK, donc ça a été techniquement, ça c'était la partie compliquée. En fait, j'ai embauché des étudiants en génie logiciel pour m'aider à faire ça. Pour eux, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Pour eux, c'est pas compliqué. Donc, ce qu'on a essentiellement, c'est Voltaire. Euh, c'est est intéressant parce que le nom Voltaire a été suggéré par Claude. Donc, j'ai demandé, on travaille, puis si tu avais à, l'agent, si tu avais à te donner un nom, quel nom tu prendrais? Puis c'est Voltaire. Donc, j'ai dit, OK, parfait. On va respecter son désir. Donc, TIN 503, c'est le code. Il y a un code d'accès. OK? Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de compte, rien, là. OK? C'est vraiment très facile. Ah, les fois. Ça aussi. Donc, on voit une interface très simple. Bonjour. L'instruction, les étudiants répondent OK, bonjour. Puis là, le système va se présenter. Des fois, c'est long, malheureusement. Là, on a des. Ouais, c'est ça. Là, il dit, je suis ici pour discuter d'une technologie émergente. Hop, c'est bizarre un peu, il y a un problème. Ouais, il faut que j'aille voir ça. J'ai changé les instructions, il y a des petits. Puis là, il demande quelle technologie t'intéresse. Bon, là, je ne ferai pas une conversation complète parce que c'est assez long. OK? Ben, c'est pas long, en fait, mais tu sais, on n'a pas le temps ici de faire ça. Là, je dis, mettons, ce qui m'inquiète, c'est la reconnaissance faciale. OK? Là, et l'agent est très technophile, hein. Et c'est ça l'idée, c'est qu'il, lui, là, les technologies aiment ça, puis il croit pas trop qu'il y a des problèmes. OK? Donc, là, je vais dire quel enjeu particulier, bon, les atteintes à la vie privée, mais disons, OK? Ah. Bon, puis là, c'est ça, il dit, les gens exagèrent. Ça, il y a un bizarre, je sais pas, c'est la première fois que je vois ça qui indique les étapes. Il y a dû y avoir des changements récemment dans le système. OK? Puis là, il dit, ouais, moi, je crois pas vraiment. Peux-tu m'expliquer pourquoi c'est un enjeu? As-tu des sources qui te permettent, tu sais, qui te permettent de conclure ça? Donc, vraiment, l'étudiant doit, OK, discuter ça. Je vais vous montrer vite un exemple de conversation, là, complétée. OK? Ça, c'est bon, je peux pas montrer des conversations de mes étudiants, j'ai pas leur permission, là, mais je me suis basé sur les conversations qu'ils ont eues, puis sur certaines erreurs qu'ils font, tout ça, là, pour voir. Donc, on a ici, par exemple, une conversation, on parle de la voiture électrique, tu sais, puis là, ça, c'est intéressant. Tu sais, l'enjeu éthique, ça nous préoccupe. Mais là, tu sais, c'est un peu, le plus d'agents, il fait comme, ouais, mais attends une minute, là. C'est un peu large que tu me dis. C'est quoi, là, qui t'installe, qui t'inquiète dans ça, là? OK. Là, donc, le système est capable de ramener l'étudiant, dire à la conversation, OK, dire, bon, les conditions de travail. Puis là, ben, justement, là, il va dire, ben, pourquoi tu t'en inquiètes? C'est quoi le problème? Il va demander, et ça, c'est très intéressant, il va demander des sources documentaires, OK, pour justifier ce que l'étudiant dit. Donc, ici, l'étudiant répond en les rapports d'Amnesty International. L'agent va dire, ah ouais, c'est vrai, ça a de l'allure. Donc, ça permet, entre autres, aussi pour les étudiants d'avoir un genre de retour sur justement les sources qu'ils ont identifiées en amont. Là. Ça a été fait avant, voir est-ce que ça tient la route. OK? Donc, et là, même, l'étudiant va, par exemple, c'est intéressant parce que, tu sais, par exemple, tu sais, il va dire, c'est-tu bien grave?
En fin de compte, tu sais, puis là, ben là, l'étudiant va amener par exemple un argument éthique. Tu sais, le fait que ça affecte pas tout le monde, ben ça veut pas dire que c'est pas grave. Tu sais. Donc, et la conversation va aller comme ça. Et à la fin, l'agent va proposer une revision de sa position. Hein. Il va dire, ah ben voilà, ouais, je comprends là, je comprends un peu ce que tu voulais dire. Va résumer un peu les points qui ont été soulevés, puis offrir une réaction, les points forts, les pistes d'amélioration. Comment l'argument que l'étudiant a présenté pourrait être amélioré. Donc, en gros, c'est ça que c'est ça. C'est très représentatif du genre de conversation que mes étudiants ont eu parce que j'ai fait justement un premier essai en classe qui constitue une preuve de concept. Ça a été fait en marge d'un projet d'analyse critique d'une technologie. Il y avait un projet plus large. Je disais, ben là, allons, concentrer sur certains éléments. C'était évalué, puis disons que c'était pas mal des points de participation là, à ce stade-là. J'ai pas. Les conversations sont très cohérentes. Okay? C'est vraiment le rôle de sceptique. Là, les étudiants, je leur ai demandé, oui, c'est bien joué. Des fois, ils le trouvent un petit peu trop sceptique. Les étudiants ont trouvé ça très utile. Là, au niveau de l'apprentissage, OK, c'est est-ce qu'il y a est-ce que ça emmène je sais pas, là. J'ai pas les outils, j'ai pas les. Tu sais, c'était vraiment un projet pilote. Pourrais pas dire ah, c'est fantastique, là. Mais c'est clair qu'on voit que les étudiants, entre autres, ça les amène à réfléchir. Fait que je me dis quelque part, ça doit. Avec le temps, on pourra aller voir. Je prévois là, faire des choses plus formelles pour mesurer ça. Il y a des pistes d'amélioration à apporter aussi à ça en cours de route. OK? L'expérience enseignante, ben là, c'est relativement simple. Mon Dieu, là, moi, je parlais du temps, puis là, moi, en fin de compte, j'en prends pas tant. En tout cas, ça laissera du temps pour la discussion. Donc, c'est quoi? Moi, j'ai trouvé ça super stimulant. Hein? C'est, tu sais, l'idée, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à faire des tests avec des jeux d'instruction, là. Ce qu'on appelle en anglais un system prompt, là, mais je n'irai pas là. Donc, il faut être prêt à expérimenter, à essayer-erreur, mais j'ai passé beaucoup de temps l'été dernier à expérimenter avec différents services, entre autres, surtout ChatGPT puis Claude, des variations sur les instructions. Il y a toujours un élément, par contre, il y a toujours un élément aléatoire. Hein? Donc, en partant du même set d'instructions, puis même en partant d'une discussion de la même façon, ça peut varier un petit peu. Mais ce qui fait en fait que ça rend justement ça peut-être un peu plus intéressant, puis pas trop mécanique, là, OK? Évidemment, il faut déployer ça de façon prudente. Là. Comme je vous dis, là, moi, j'ai fait ça sous forme de projet pilote. Je vais faire une deuxième expérimentation cette session-ci, en fait, la semaine prochaine. Évidemment, dans ce cas-ci, bon, la création d'un environnement local d'exécution, là, pour permettre à mes étudiants d'avoir accès, c'est pas à portée de tous. Mais je pense qu'avec le temps, ces choses-là, ça va être des genres de ressources institutionnelles qu'on va développer pour justement tenter de favoriser ce genre d'outils-là. Moi, à l'ETS, j'ai été chanceux. Un, j'ai réussi à obtenir un petit financement. Puis deux, j'ai embauché des étudiants en génie logiciel là, pour créer l'infrastructure. Ça a été vraiment fort utile. En fait, je m'en serais pas tiré moi-même, là, ça c'est sûr. Je suis sociologue. Là, puis, à mon avis, il y a un potentiel énorme. Là. Moi, je trouve que, surtout dans les domaines qualitatifs, moi, tu sais, en sciences sociales, sciences humaines, on n'a pas, on n'a pas, il n'y a pas beaucoup de possibilités, par exemple, de simulation. Il y en a, mais souvent c'est lourd, tout ça. Avec des systèmes comme ceux-là, je pense qu'il y a un potentiel énorme, OK? À explorer avec prudence, hein, parce que c'est facile de déborder puis de penser que ça va tout régler. Loin de là, moi, je pense qu'il faut être très sélectif. Puis il y a même d'autres, je commence à réfléchir. Tu sais, moi, j'ai choisi le modèle d'interlocuteur sceptique. Il y aurait le modèle, par exemple, de l'étudiant où tu demandes à un étudiant d'expliquer à un étudiant virtuel quelque chose. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Puis finalement, j'ai mis un petit appendice, je vais en parler rapidement. J'avais juste mis ça là pour que les gens puissent le consulter. Mais c'est juste l'idée que de créer puis expérimenter avec un agent IA, c'est facile. Hein?
tu commences, tu fais un set d'instructions, tu écris ça dans Word, tu peux soit copier-coller ça dans ton interface ChatGPT ou mettre le fichier, puis dire au système, ben voilà, ça, c'est les instructions pour la conversation. Donc là, dans la conversation, ChatGPT, Claude, peu importe, va adopter justement le personnage, là, ou le persona, en fait, qu'on dit, qui doit jouer. Donc ça permet de tester de façon itérative très facilement ce qui est le plus difficile, moi, je trouvais, c'est de jouer le rôle de l'étudiant, parce que pour tester ça, il faut que je joue le rôle d'un étudiant. Fait que de jouer le rôle, de jouer le rôle d'un bon étudiant, ça va. De me mettre dans la peau d'un mauvais étudiant, ça, c'est plus compliqué. Tu sais, c'est quoi les erreurs? D'ailleurs, c'est pour ça que mon premier projet pilote, entre autres, ça m'a permis de voir justement quel genre de c'est pas erreur. C'est pas nécessairement de faire des grosses erreurs, mais comment les étudiants tu sais, quelles erreurs ils font, puis comment justement je peux utiliser ça pour tester les systèmes. Donc, en gros, c'est ça. Parfait, c'est vraiment intéressant. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir s'inspirer de ton expérimentation, Eric. Si tu pouvais Ouais. arrêter le partage, s'il te plaît, Oui, merci. oui, sans faute. Merci beaucoup. Donc, merci à vous tous. Merci à Eric, merci Marie-Ève, merci Hamid. C'est maintenant le moment de la période de questions. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à écrire vos questions dans le clavardage, dans le module, excusez-moi, Q et R, ou à lever la main. On peut vous donner la parole. Nous pourrons donc activer votre micro. Et si vous souhaitez, vous pouvez vous adresser soit à un panéliste en particulier, soit à tous les trois. Donc, pendant ce moment, je vais vous laisser le temps d'écrire si ce n'est pas déjà fait, mais je vais reprendre les questions que vous avez mentionnées au fur et à mesure des présentations. Donc, la première est adressée à Lucar, mais je pense que vous pouvez y répondre tous les trois. Comment avez-vous, c'est une question de Karine Parra. Elle demande comment avez-vous préparé les étudiants à utiliser ChatGPT? Avez-vous eu à leur donner des consignes pour la rédaction des requêtes, par exemple? Avez-vous demandé que seule la version gratuite soit utilisée pour éviter l'inéquité? Ou est-ce que Lucar offre une licence à sa communauté? Donc, Marie-Ève, je pense que tu pourrais commencer par répondre peut-être à la question, puis si les autres veulent compléter. Oups. Oui, mais à l'UQAR, de notre côté, on n'a pas de licence pour ChatGPT, donc c'est certain que dans mon cours, c'était la version gratuite qui était utilisée. Donc, ils devaient s'inscrire à la version gratuite tout simplement. Puis sinon, au niveau de la préparation, moi, je leur ai quand même montré comment l'utiliser, donc comment aller s'inscrire, comment rédiger un petit peu la demande qu'ils font à ChatGPT, mais sans donner trop de détails. Donc, je voulais vraiment qu'ils se pratiquent justement à essayer de poser une question la plus précise possible pour justement avoir une réponse la plus possible, la plus claire possible. Donc, il n'y a pas eu énormément d'explications là, par rapport à ça. C'était plus un essai-erreur aussi là, qui se familiarise tout simplement avec l'outil. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez compléter, Hamid ou Eric? Non, ça va. Non, ça va. OK, parfait. Je remercie Olivier Poirier. Juste pour ton information, Marie-Ève, on peut, Notebook LM est possible de le mettre en français. Il faut juste mettre personnalisé. Donc, il a mis un lien si vous voulez aller voir dans le module QRD. Et oui, la question aussi est posée par rapport à Notebook LM. Est-ce qu'il faut s'abonner? Et aussi, est-ce que est-ce que Notebook LM s'alimente comme ChatGPT? Dit autrement, est-ce que nous alimentons la bête en posant nos questions à l'aide de notre préparation de cours? Parce que, Marie-Ève, tu avais déposé, toi, ton cours dans Notebook LM. Oui, ben, ce qu'il faut savoir avec Notebook LM, c'est que c'est un outil Google qui fonctionne avec notre compte Google. Donc, on se connecte vraiment avec notre compte Google pour y accéder. Et concernant la question à savoir est-ce qu'on alimente Notebook LM comme avec ChatGPT, je suis allée, j'avais pas la réponse en tant que telle, donc j'ai fait une petite recherche tout à l'heure. Et ce que je voyais
ce qui avait l'air de ressortir, c'était que comme c'est un outil Google, ben, ce qu'on met là, c'est dans notre Google Cloud, tout simplement. Donc, ça sortirait pas là, de là. Je peux pas vous garantir à 100% que c'est ça, mais c'est ce que j'ai lu là, tout à l'heure en faisant mes petites recherches par rapport à ça. Et sinon, c'est un outil présentement là, qui est gratuit avec Google. Puis donc, l'abonnement se fait avec le compte Google, tout simplement, là, pour la question qui suivait. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc, la question prochaine de Sarah Kim Poirier s'adresse à Hamid, mais je pense que vous pouvez aussi compléter selon vos institutions respectives. Est-ce que le personnel enseignant de l'UCO a l'obligation de faire signer une entente encadrant l'utilisation de l'IA à ses étudiants et étudiantes, ou s'agit-il plutôt d'une pratique volontaire? Et aussi, y a-t-il un formulaire officiel de déclaration de l'utilisation de l'IA à l'UCO? Euh, je vais essayer de répondre rapide et désormais, je laisse le temps aux autres panélistes parce que moi, j'ai quand même utilisé beaucoup le temps. Donc, non, on n'a pas ça de manière institutionnelle à l'UCO. Et donc, non, c'était vraiment une initiative personnelle. Ok, parfait. Est-ce que dans vos universités, je ne sais pas, à l'ETS, Eric, es-tu au courant de ce qui se fait par rapport à une entente entre les étudiants et les professeurs? Ben, rapidement, non, il n'y a rien d'officiel encore. On l'encourage. Moi, je le fais. Mais on est très loin. Ben, on n'est pas loin parce qu'on est en train de travailler là, sur des choses là-dessus. Là. Mélanie, entre autres, là, ta collègue, Ok, là, donc on travaille sur des choses. Mais actuellement, il n'y a rien. Là. ok, Il n'y a rien parfait. de... Marie-Ève, je serais curieuse de savoir si vous avez ce genre d'entente Je dirais qu'il y a à du l'UQAM. travail qui se fait il y a du travail qui se fait de ce côté-là. Tu sais, on en entend parler, mais il n'y a rien d'imposé là, pour l'instant là, par rapport à ça. Mais de plus en plus, il y a des comités, il y a du travail qui se fait concernant l'intelligence artificielle. On en entend de plus en plus parler. Parfait, merci beaucoup. Donc, les gens déjà vous remercient pour vos présentations respectives. J'avais une question ici pour un besoin d'éclaircissement. C'est la question de Yendal. C'est bien que ces méthodes d'accompagnement scolaire sont efficaces, mais ça ne rend pas certains apprenants incompétents. Je ne sais pas si vous comprenez la question. Ou est-ce que, Yendal, tu voudrais peut-être prendre la parole pour clarifier, ça serait plus simple. Mm. Mais je pense que c'est une question c'est à midi 26 là, d'après les questions-réponses. Donc, ça doit être durant la présentation d'Amid, j'ai l'impression. Ça doit être une question pour Amid. C'est pas facile à répondre à cette question. Je pense que c'est un peu comme pour l'Internet aussi, on disait que ils vont être paresseux. Pour calculatrice aussi, quand il est arrivé, on a dit, bon, d'une manière macro-philosophique, si on veut le voir, il y a pas mal de débats là-dessus, d'une manière large au niveau de technologie. Donc, est-ce que la technologie va nous rendre plus bêtes, va nous rendre certains qui sont d'avis que ça va nous libérer le cerveau pour laisser la place à d'autres choses, comme l'imagination, comme pour Einstein est plus important que le savoir, mais certains d'autres ne sont pas d'avis, je ne sais pas vraiment. C'est large comme question. Mm. Peut-être une question. Quel est l'avantage de Marie-Ève Gagnon? Quel est l'avantage d'avoir créé un agent, peut-être plus pour Eric, je Oui, ben, pense? c'est que bon, c'est Ben, en créant un agent, oui, mais est-ce que mon je peux micro est poser, ouvert. oui, ben, est-ce que je peux poser la question pour l'ensemble des personnes qui ne l'auraient pas lu? Ah, excuse-moi, oui, Tu oui, me oui, permets? oui, Merci excuse-moi. Oui, beaucoup. je t'en prie, désolé, là, oui. Merci. Donc, quel est l'avantage d'avoir créé un agent pour les étudiants comparativement à l'utilisation des outils existants comme Claude ou ChatGPT? Ouais. Ben, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'agent, il repose sur Claude ou ChatGPT. Et c'est que là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une activité particulière. Je pourrais pas, tu sais, il faudrait autrement que, un, les étudiants aient un compte. Je peux pas les obliger à avoir un compte sur ChatGPT ou Claude. Deux, il faudrait que je leur dise, ben là, prenez les instructions, mettez-les, là. Tu sais. Puis là, ben, donc, c'est l'idée d'avoir un agent, c'est que ça permet d'obtenir des objectifs très clairs, là. C'est pas juste une conversation générale, c'est une conversation avec
Claude, particulières où on s'attend à des comportements, entre autres, du système, là. Donc, en gros, c'est ça, là, qui est important. Je pense que j'ai aussi effacé une question par erreur tantôt. Il y a Mhm. quelqu'un qui me posait une question, qui posait la question, est-ce qu'il faut payer pour l'API? Oui, il faut payer. Cela dit, c'est pas très cher. OK, c'est pour les conversations, par exemple, là, chaque conversation, là, grosso modo, coûte à peu près 20 cents, OK, sur l'API de Anthropic. Donc, ça prend un petit budget pour ça, mais c'est pas des budgets fantastiques. Moi, j'ai mis 50 $ sur l'API d'Anthropic il y a 5 mois, puis il m'en reste encore la moitié, là. Donc, là-dessus, au moins, c'est encourageant. Donc, il y a pas, ça ne demande pas. Mais il faut penser à ça. C'est clair. Ouais. Parfait. Ça, ce n'est pas une question, mais c'est plus un commentaire, une information qui aimerait, ça serait bien qu'il soit partagé de la part de Benoît Tremblay qui dit, donc merci pour vos présentations. Vous avez toutes et tous parlé de l'utilisation de ChatGPT, mais saviez-vous que Microsoft Copilot version entreprise est compris pour les licences institutionnelles de Microsoft 365? Cette version protège mieux nos données et est plus sécuritaire. Mhm. Ok. Ouais, moi, je le savais aussi de mon côté, mais quand j'ai commencé avec ce projet-là d'intelligence artificielle, justement, il y a 1 an et demi à peu près, on l'avait pas encore. Donc, je me suis vraiment dirigée vers ChatGPT, mais maintenant, j'utilise aussi Copilot, qui est quand même plus facilement accessible directement sur l'ordinateur sans Ouais. devoir se connecter et tout ça là, avec mon compte. Fait que c'est sûr que c'est intéressant aussi, là. Ouais. Absolument. Puisque Oui, allez-y. j'ajouterais rapidement à ce sujet-là, oui, je suis d'accord. Sauf que la version de Copilot auquel on a accès est un peu limitée. Les conversations sont pas conservées, ce que je trouve un petit peu Mhm, embêtant. Puis moi, par exemple, pour mon projet, là, j'ai fait des tests avec différents services, puis avec Copilot, ça marchait vraiment pas. OK, donc, il y a pas. Euh, Par rapport à ça, il y a aussi de passer par les API, donc des environnements, c'est-à-dire de ne pas dépendre de l'interface web fournie par OpenAI ou Anthropic, autrement dit ChatGPT et Claude. Ça aussi, ça permet de mieux protéger les les données. informations. Donc, là-dessus, mais ça demande quand même, c'est un autre, c'est toute une autre question, disons-le Parfait. comme ça. Parfait. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions est-ce qu'il y a des mains levées? Je pense pas. Il n'y a plus de questions sur le module QR. Donc, je vais procéder au mot de la fin et donc au remerciement. Donc, juste pour votre information, je répète que l'enregistrement du webinaire sera diffusé sur le site de pédagogie universitaire très prochainement. Et avant de quitter, merci de prendre quelques minutes de votre temps pour remplir le formulaire d'appréciation du webinaire. Marie-Ève elle l'a déjà placé d'ailleurs dans le clavardage, le lien vers le formulaire. Et j'aimerais juste faire une petite annonce avant de vous laisser. Ne manquez pas le prochain webinaire du GRIP qui aura lieu le 1er avril prochain à la même heure avec Marie-Pierre Baron et Elisabeth Bouali qui vous présenteront la matrice de mémoire, un cadre innovant pour l'intégration des savoirs autochtones dans l'enseignement supérieur. Marie-Ève va placer aussi, mais je pense que c'est déjà fait, dans le clavardage les informations pour s'inscrire. Merci à nos panélistes, Hamid, Eric et Marie-Ève, et merci à vous pour votre participation et à la prochaine. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir.